25 aliments. C'est tout ce qui séparait un homme de la mort dans les Rocheuses des années 1820. Pendant des mois sans ravitaillement, par moins 40 degrés, les trappeurs de la traite des fourrures ont survécu grâce à un arsenal alimentaire aussi brutal que le territoire, des infusions de conifères arrachées à la neige aux graisses rendues au coin du feu, en passant par des organes dévorés crus et des rations concentrées dont la science moderne confirme aujourd'hui la puissance. Ce compte à rebours classe chaque aliment selon un critère impitoyable, sa capacité réelle à maintenir un homme en vie. Et tout commence par une simple poignée d'aiguilles vertes, jetée dans l'eau bouillante d'un campement perdu sous la neige. À la 25e place, la tisane d'aiguilles et d'épinettes constitue le premier rempart invisible contre la lente mort du scorbut. Lorsque la neige ensevelit le camp et que la viande séchée ne suffit plus, les trappeurs plongent une poignée d'aiguilles fraîches d'épinettes d'Engelmann ou de pin ponderosa dans de l'eau bouillante. 10 minutes d'infusion suffisent. La boisson, 100 calories mais saturée d'acide ascorbique, apporte environ 15 mg de vitamine C par tasse, juste assez pour tenir la maladie à distance. Les Shoshones enseignent de sécher légèrement les aiguilles afin de les transporter pendant des semaines, l'arôme résineux rappelant à chaque gorgée la forêt profonde et la promesse du printemps. Aucun autre aliment dans le paquet n'offre une telle garantie contre les gencives noircies et la fatigue extrême. Mais la tisane d'aiguille n'apporte ni force ni chaleur. Elle protège, elle ne nourrit pas. Dans l'ordre impitoyable de la survie, la santé précède l'énergie brute, et tout commence ici, avec la vapeur piquante d'une simple infusion verte. À la 24e place, les nopals grillés s'imposent comme l'un des rares légumes sauvages capables de défier la sécheresse des hautes plaines. Quand la soif guette et que les ruisseaux s'évaporent sous le soleil du Nouveau-Mexique, les hommes des montagnes se tournent vers les paddles charnus du figuier de Barbarie. D'abord, il faut brûler les épines sur la flamme vive, puis poser la chair verte sur une pierre chaud-feu. La surface grésille, l'intérieur reste moelleux. Chaque bouchée de livre une fraîcheur inattendue, presque 85% d'eau, une rareté dans ces terres arides. Les fibres ralentissent la faim, mais l'énergie reste modeste. À peine 30 kcal pour 100 grammes, 3 fois moins qu'une poignée de baies séchées. Pourtant, dans la logique impitoyable de la survie, ces tranches de cactus offrent plus qu'un simple repas. Elles hydratent sans puiser dans les réserves, elles calment l'estomac quand la viande manque et préparent le corps à encaisser les longues marches vers des sources plus riches en glucides. Avant le mets, avant la farine, c'est la plante grasse qui sauve les jours les plus secs. À la 23e place, la bouillie de glande s'impose comme la première céréale sauvage du trappeur. Quand les réserves de mets se épuisent et que le blizzard interdit toute chasse, les hommes des montagnes se tournent vers le chêne. Mais rien n'est immédiat. Il faut d'abord broyer les glands, les lessiver longuement à l'eau froide pour chasser les tanins amers, puis les faire griller sur la braise. Ce n'est qu'après cette alchimie de patience que la poudre dorée peut être cuite en bouillier et païs, souvent dans la même marmite que la soupe de racines. La texture est dense, le goût terreux, mais chaque portion livre 16 grammes de glucides complexes et un apport précieux en potassium, soit 71 kcal pour 100 grammes. Les recis. Shoshone décrivent ce mets comme une source d'endurance lente, capable de soutenir la marche sur plusieurs jours. La préparation longue en fait un plat d'attente, mais il ouvre la voie à l'introduction des céréales domestiques, annonce l'éré du pain et du parched corn. Ici, l'énergie ne vient pas d'un feu de graisse, mais d'une patience minérale puisée dans la forêt elle-même. À la 20e place, les baius sèches, Saskatoon, cerises à grappes, ARL, offrent aux hommes des montagnes bien plus qu'une simple friandise. Lorsque la viande se fait rare et que la neige interdit toute cueillette fraîche, ces petits fruits, patiemment étalent sur des pots tendus au soleil, deviennent en la réserve secrète de vitamine C et de sucre rapide. Chaque poignée concentre 72 mg de vitamine C et 56 kcal pour 100 grammes, de quoi ranimer un corps vide par la marche ou la faim. La technique est exigeante. Il faut remuer les baies sans cesse, surveillant le ciel pour éviter l'averse, puis là, les enfermer dans des sacs de cuir qui absorbent l'humidité résiduelle. Sèches ainsi, elles tiennent 4 mois sans perdre leur couleur ni leur parfum acidule. Dans le camp, une simple poignée suffit à transformer la monotonie du pemmican ou du sagamite, ramenant un éclat de l'été au cœur du blizzard. Les récits de la Compagnie de la baie de Hudson témoignent de leur importance.
Sans elle, le scorbut guette, le moral s'effondre. Ici, la survie s'accroche à la patience du séchage et à la promesse d'un goût sucre au bout du long hiver. À la 21e place, le maigrill, Parched Corn, incarne l'ingéniosité pure des hommes des montagnes, héritage des peuples autochtones et adapté à la rudesse des rocheuses. Ici, le grain entier est torréfié à sec sur une pierre brûlante jusqu'à ce qu'il éclate et dore, librant un éclat de sucre naturel et un parfum de noisette. Ce geste, simple en apparence, transforme le mets en une réserve d'énergie ultra légère, 263 kcal et 51 g de glucides pour 100 g, sans graisse ni protéines, mais capable de tenir 4 mois sans moisir. Les trappeurs frottaient parfois les grains chauds avec un peu d'huile d'ours, les faisant grossiller et briller pour mieux résister à l'humidité. Ce mets éclate, croquant sous la dent, se glisse dans la poche ou le sac de cuir, prêt à être mâche à la volée lors des marches harassantes. Moins nourrissant qu'un morceau de pemmican, mais bien plus rapide à digérer, il offre un sursaut de force quand la fatigue coupe les jambes. Avant l'arrivée du hardtack, c'est le Parched Corn qui ouvre l'ère des céréales travaillées, prouvant que la survie ne tient parfois qu'à la légèreté d'un grain grillé sur la pierre nue. À la 20e place, la soupe de pignon de pin incarne la promesse rare d'une chaleur végétale dans l'hiver sans fin des Rocheuses. Quand les trappeurs épuisent les dernières réserves de viande ou que la chasse tourne à l'échec, ils se tournent vers les cônes ouverts, tapissant le sol sous les pins accrochés. Chaque graine arrachée à la main puis pilée dans un mortier de granit livre une huile dorée, dense et parfumée. Mélangée à de l'eau chaude bouillante et remuée sans relâche, la soupe s'émulsionnait en 15 minutes, offrant une texture crémeuse et un goût de noisette presque sucre. Dans chaque bol, près de 673 kcal pour 100 g, dont 68 g de lipides et une dose précieuse de vitamine E. De quoi rivaliser l'espace d'un repas avec les graisses animales les plus riches. Mais la récolte reste saisonnière et la patience du ramassage limite la quantité disponible. Cette soupe marque la frontière. Le végétal peut nourrir, réchauffer, soutenir la marche, mais il annonce surtout l'entrée dans le régime des graisses concentrées, bientôt domine par le suif et la graisse d'ours. Ici, la forêt offre sa propre énergie, prouvant que la survie ne dépend pas toujours de la chasse, mais aussi de la pierre, du feu et de la lenteur du geste. À la 19e place, le miel sauvage incarne le luxe éphémère du trappeur, une douceur arrachée à la forêt au prix du risque et de la patience. Quand la fatigue coupe les jambes et que les rations salées saturent la bouche, la découverte d'un essaim dans un tronc creux fait renaître l'espoir d'une énergie immédiate. Les hommes des montagnes, guidés par l'odeur âcre et le bourdonnement, enfument l'entrée avec des herbes sèches pour calmer les abeilles, puis prélèvent les rayons ruisselants dans une corne ou un pot de cuir. Chaque cuillerée livre 304 kcal pour 100 g, soit 82 g de glucides simples, assimile en quelques minutes, bien avant que la graisse ou la viande ne fasse effet. Ce sucre pur, rare sur la piste, réveille les muscles, aiguise l'esprit et offre un répit face à la monotonie des céréales grillées. Mais le miel sauvage n'est pas qu'un carburant. Ses propriétés bactéricides permettent de désinfecter une plaie ou d'apaiser une gorge brûlée par le froid. Trop précieux pour être gaspillé, il est souvent réservé au moment de crise ou partage, solennellement, autour du feu. Dans la hiérarchie de la survie, le miel sauvage n'est ni le socle ni la constance. Il est la parenthèse dorée, le pont fragile entre l'épuisement et la reprise, entre le sale du quotidien et la promesse d'un lendemain plus doux. À la 18e place, la queue de castor rot incarne l'audace brute du trappeur face à la faim. Quand le piège claque et que la chair manque, c'est vers cette masse plate, luisante, couverte d'écailles, que se tournent les hommes. Sous la peau coriace, une épaisse couche de graisse gélatineuse attend la braise. On incise la surface en croix, on pose la queue directement sur les charbons rouges, puis on attend, au moins 45 minutes, que la chaleur lente fasse fondre le collagène et liquéfie la graisse. Le résultat n'a rien d'un mesrafine. La peau se détache en larges lambeaux, la chair dessous est translucide, presque fondante, saturée de lipides. Chaque morceau délivre près de 600 kcal pour 100 g, une manne calorique dans le froid mordant. Cette graisse encore taillée
tapisse l'estomac et prépare le corps à encaisser les rations massives de suif ou de pemmican qui suivent. Manger la queue, c'est honorer l'animal tout entier, ne rien gaspiller et puiser dans la nature une force primitive sans concession. Ici, la survie passe par la lenteur du feu et le courage de croquer la graisse pure, avant d'oser s'attaquer aux organes et aux entrailles du bison. À la 17e place, la langue de bison s'impose comme la récompense solennelle du chasseur après la traque. Longue, lourde, enveloppée dans sa peau épaisse, elle n'est jamais mangée à la légère. Sur le campement, on la poche entière dans une poche de cuir ou directement dans l'eau bouillante, 2 heures durant, jusqu'à ce que la chair devienne soyeuse, presque crémeuse sous la lame du couteau. Chaque tranche livre 22 grammes de protéines et 4 mg de zinc pour 100 grammes. Des nutriments précieux lorsque les muscles sont vides par la marche et que la cicatrisation devient une question de survie. Mais la langue n'est pas qu'un organe nourrissant. Sa texture tendre contraste avec la rudesse des viandes séchées, offrant un répit au palais meurtri par le sol et la fumée. Les récits des trappeurs la décrivent comme un mets de fête, rare, trop encombrant pour être transporté, sacrifice au profit des parties plus vitales comme le cœur ou le foie. Pourtant, la saveur dense et la douceur de la langue marquent une pause dans la perte du voyage. Ici, le luxe se mesure à la tendrette, et la survie prend, le temps d'un repas, le goût d'une récompense mérite. À la 16e place, le cœur de wapiti grillé s'impose comme l'organe de l'endurance brute. Lorsqu'un wapiti tombe sous la lame, le cœur, dense et rouge sombre, est rapidement désaucé puis découpé en cubes massifs. La cuisson doit être brève. 7 minutes au maximum sur des braises chaudes, sinon la viande durcit, perdant l'élasticité qui fait sa force. Sous la croûte dorée, la myoglobine palpite encore, offrant au trappeur une dose immédiate de fer héminique et de protéines, 20 grammes de protéines et 4 mg de fer pour 100 grammes, de quoi soutenir le sang et les muscles lors de longues marches en altitude. Ce n'est ni la tendreté du foie, ni la douceur de la langue. Ici, la mastication est rude, la saveur puissante, la texture presque nerveuse. Pourtant, chaque bouchée nourrit le cœur du chasseur autant que son corps, forgeant une résistance invisible au froid et à la fatigue. Rare, car dépendant de la chasse, le cœur de wapiti ne se conserve pas. Il se partage encore chaud autour du feu, comme une promesse de survie. Il ouvre la série des abats, annonçant le règne des aliments où chaque gramme compte, chaque organe devient une ressource, chaque repas une victoire sur la pénurie. À la 15e place, le boudin de campagne incarne la stratégie du trappeur pour transformer chaque gramme de viande en réserve mobile d'énergie. Ici, rien n'est gaspillé. La chair hachée de bison ou d'élan, mêlée à une double ration de graisse fondue, est embossée dans un boyau soigneusement nettoyé, puis fumée longuement au-dessus d'un feu de branches résineuses. Le sel et le poivre, rares mais essentiels, prolongent la conservation jusqu'à 3 mois, assez pour traverser l'hiver sans craindre la putréfaction. Chaque bouchée livre 416 kilocalories, à 36 grammes de protéines pour 100 grammes. Un équilibre presque parfait entre force musculaire et endurance thermique. Le boudin se distingue des simples morceaux gras. Il allie la densité du lipide à la mâche de la viande, offrant une satiété durable et un goût fumé qui rompt la monotonie des rations sèches. Dans la poche du trappeur, il devient plus qu'un aliment. Un talisman contre la faim, un lien tangible avec la civilisation du campement. Ici, la survie se joue sur la capacité à condenser l'énergie du gibier, à l'enfermer dans une enveloppe qui résiste au temps, au froid et à la solitude des rocheuses. À la 14e place, l'os de bison rôti s'impose comme le trésor cache du gibier, une réserve de graisse pure logée sur l'échine, réservée aux jours où la fatigue écrase les corps et où le froid s'insinue jusque dans les os. Pour l'extraire, il faut d'abord détacher la masse blanche et ferme, puis l'embrocher sur une perche de bois vert, improvisée à la haste. La cuisson ne tolère aucune précipitation. 6 heures entières au-dessus des braises, le feu maintenu doux pour que le cartilage et le collagène fondent lentement, transformant la graisse dure en une chair translucide et soyeuse. Ce rituel, hérite des nations des plaines, délivre un mets où chaque tranche concentre près de 700 kilocalories pour 5 grammes. Un carburant dense mais lourd, capable de maintenir la chaleur corporelle lors des marches de nuit ou des veilles de tempête. La bosse n'a rien de la tendrette de la langue ni du goût sauvage du foie. Ici,
c'est la satiété brute, la force animale à l'état pur, archée au dos du Jean. On la partage rarement car sa richesse pèse sur l'estomac, mais chaque bouchée est une victoire sur l'hiver, un hommage à la bête tombée et une léconne d'économie. Rien ne se perd, surtout pas la graisse qui sauve du gel. Cette cuisson lente prépare le corps et l'esprit à affronter la faim longue et annonce l'entrée dans le règne des graisses rendues, où la survie se joue sur la lenteur du feu et la patience des hommes. À la 13e place, la moelle osseuse s'impose comme la quintessence de la graisse brute, un trésor caché dans la carcasse que seuls les plus déterminés savent extraire. Lorsque la nuit tombe et que la faim aiguise les gestes, les Mountain Men brisent les fémurs contre la pierre, puis plongent les sections dans une marmite sur un feu doux pendant 30 minutes. La chaleur libère une moelle translucide, presque liquide, qui remonte à la surface, saturée de graisse et de calcium. Chaque 100 grammes fournit 854 kilocalories et 120 mg de calcium. Une aubaine pour des corps privés de lait et de céréales. La moelle, dégustée à la cuillère ou étalée sur du biscuit de mer, transforme ce pain dur en un repas beurré, glissant sous la dent et tapissant l'estomac d'une chaleur sourde. Mais l'extraction est lente, bruyante, parfois risquée. Il faut veiller à ne pas fendre l'os, à ne pas perdre une goutte de ce nectar vital. Dans la hiérarchie de la survie, la moelle osseuse n'est ni un plat de festin, ni un simple accompagnement. Elle marque la frontière entre la faim subie et la maîtrise du feu, entre la bête abattue et l'homme qui refuse de gaspiller la moindre calorie. Ici, la graisse devient une arme, le calcium un bouclier contre la fragilité des os, et la nuit une complice silencieuse d'un festin arraché à la mort. À la 12e place, le dipuis, graisse de bison rendue, incarne la quintessence de l'énergie brute, extraite patiemment du dos massif du Jean des Plaines. Lorsque les réserves de viande s'amenuisent et que le froid mord jusqu'aux os, les trappeurs prélèvent cette graisse blanche, dense, logée sous la bosse dorsale. La fonte s'opérate lentement dans un chaudron suspendu au-dessus d'un feu doux, maintenu à près de 120 degrés Celsius. La chaleur doit suffire à liquéfier sans brûler, libérant une graisse limpide. Pour la purifier, on verse le liquide à travers une écorce de sapin, filtrant les impurettes et ne retenant que l'essence calorique, un geste hérite des nations des plaines, qui savaient que la clarette du Swift garantissait la conservation. Refroidi, le dipuil se solidifie à 36 degrés Celsius, formant des blocs portables, résistants à la fonte mais prêts à nourrir d'un simple passage près du feu. Chaque centaine de grammes livre 854 kilocalories, une manne pour des corps éprouvés par la marche et la neige. Cette graisse pure, sans fibres ni muscles, deviendra bientôt la base du sagamite, puis du pemmican, mais à ce stade, elle représente l'assurance de survie une nuit de plus lorsque tout le reste a disparu. Ici, l'économie du geste rejoint la science du feu. La survie se joue dans la patience de la fonte et la sagesse du filtrage, bien avant l'érée des rations universelles et du boudin de campement. À la 8th place, la graisse d'ours rendue s'impose comme la batterie calorique suprême des rocheuses. Après la chasse, les trappeurs decoupaient les plaques de graisse sous-cutanées du flanc ou du dos, les taillaient en cubes, puis les laissaient fondre lentement dans un chaudron de fer, à feu doux, jamais au-delà de 120 degrés Celsius. La patience était la règle. La chaleur doit liquéfier sans brûler, laissant monter à la surface une écume grise que l'on écume avec précaution. Vient ensuite la filtration, à travers de l'écorce de sapin ou un tissu, pour ne retenir qu'un liquide d'or limpide, presque translucide. Cette graisse, une fois refroidie, se solidifie en blocs compacts, résistants à la fonte et à la moisissure, transportables des semaines durant. Avec 854 kilocalories pour 100 grammes, elle domine toutes les autres réserves. Ni le suif de bison, ni la moelle n'atteignent une telle densité d'énergie pure. Mais la graisse d'ours n'est pas qu'un aliment. Elle sert à imperméabiliser les mocassins, à protéger la peau du gel, à allumer le feu sous la pluie. Mélangée au sagamite ou au pemmican, elle prolonge la marche, réchauffe l'estomac et permet de survivre là où la viande seule ne suffit plus. Ici, la survie s'écrit dans la lenteur du feu, la discipline du filtrage et la science du stockage. Chaque goutte de graisse d'ours est une assurance contre la faim, le froid et l'épuisement du corps. Dans l'ordre secret du campement, c'est la grâce qui commande, la vie qui persiste. À la 10e place, le jerky de venaison incarne la discipline et la science du geste précis,
forge dans l'urgence de la survie. Sur le camp, la viande de cerf est tranchée à vif en lanières de 5 mm. Chaque ruban sale à 2% de son poids, puis suspendu dans le courant d'air froid. 18 heures de vent et de braise basse suffisent. La chair s'assèche, perdant plus des 2/3 de son eau, jusqu'à ce qu'un simple bend test la fasse craquer net entre les mains calleuses. Ce n'est pas un mets de plaisir, mais la garantie d'une masse musculaire préserve. 61 grammes de protéines et 317 kilocalories pour 100 grammes. Une densité que seule la viande séchée sait offrir sans graisse ni fibres superflues. Le jerky, dur sous la dent, nourrit l'effort, stoppe la fonte du muscle et prépare la base du pemmican, où il deviendra charnière entre énergie rapide et réserve de longue durée. Dans la hiérarchie de la faim, il précède les poissons sèches, moins riches en protéines, mais porteurs d'oméga 3. Ici, la sécheresse n'est pas une punition, c'est la condition même de la survie, le code secret des hommes qui refusent de céder une once de force au froid des rocheuses. À la 9e place, la truite séchée à froid s'impose comme la ressource aquatique la plus précieuse du trappeur. Là où la rivière perce la glace et offre, quelques semaines par an, un filet d'argent vivant. Dès la prise, la truite est vidée, filetée sur une planche de bouleau, puis suspendue à une tresse d'épines de pin qui fait office de crochet improvisé. La chair, salée à la main, sèche 24 heures dans la brume glacée, parfois effleurée d'une fumée légère pour éloigner les mouches. Ce poisson, une fois durci, livre 45 grammes de protéines et d'UC. Virgule. 5 grammes de pas DHA pour 100 grammes, soit la meilleure source d'oméga 3 du campement, un anti-inflammatoire naturel qui protège les articulations et le cœur lors des marches prolongées sous le gel. La truite séchée complète ainsi le profil gras du pemmican, apportant une force maigre, rapide, sans la lourdeur des suifs. Mais la saison est courte. Une rivière gelée ferme la porte à ce trésor, reléguant la truite au rang de rareté, précieuse mais éphémère. Dans le rationnement du sac, ce poisson devient la promesse d'un sursaut, l'équilibre fragile entre la faim brute et la lucidité du corps face à l'hiver. 8e place, le foie de bison cru incarne le pacte ultime entre l'homme des montagnes et la bête abattue. Dès que le bison tombe, la lame fend la carcasse, cherchant ce bloc rouge sombre qui palpite encore de chaleur. Les trappeurs, guidés par la faim et le savoir des Lakota, tranchent de fines lamelles, les posent sur la neige pour les refroidir, puis les avalent sans attendre, le sang encore tiède sur la langue. Ce geste n'est ni festin ni rituel, c'est une urgence vitale. Chaque centaine de grammes apporte 6000 UA de vitamine A et 2,7 mg de fer, une dose foudroyante qui ranime le corps vidé par la traque et le froid. La vitamine A aiguise la vision nocturne, le fer relance le sang, la protéine nourrit les muscles. Mais le risque est là. Cru, le foie peut transmettre bactéries ou parasites, et l'excès de vitamine A, consommé trop souvent, sème la fatigue ou la fièvre. Pourtant, dans la tempête ou la disette, ce boost immédiat fait la différence entre avancer ou s'effondrer. Le foie cru, c'est le feu intérieur avalé d'un trait, la réponse brute à l'hiver qui mord. Rare, dangereux, mais irremplaçable. Il ne nourrit pas sur la durée, mais il sauve, le temps d'une nuit blanche, ceux qui osent le croquer encore chaud face au vent glacial des Rocheuses. À la 7e place, l'algue kelp séchée s'impose comme la ressource invisible des rivages du Pacifique, là où les trappeurs osaient s'aventurer jusqu'aux estuaires battus par le vent. Ramassée à marée basse, rincée dans l'eau froide puis étalée sur les galets pour sécher, elle devient une feuille brune, croquante, que l'on réduit parfois en poudre fine. Derrière sa texture modeste, le KLP concentre 150 mg d'iode pour 100 g, un rempart contre le goitre et la fatigue des longues saisons sans sel. Sa richesse en calcium, fer et magnésium complète ce que la viande et la graisse ne peuvent offrir. 43 kilocalories pour 100 g, peu d'énergie, mais un cocktail de micronutriments rares, essentiels à la survie cellulaire. L'algue, discrète, ne nourrit pas le muscle, mais elle protège la thyroïde et équilibre le régime hyperlipidique du camp avant l'arrivée des farines et des céréales. Dans l'ordre cruel de la faim, elle n'est ni luxe ni festin, mais la garantie silencieuse d'une santé durable, là où la mer rejoint la montagne.
À la 6e place, le hardtack s'impose comme la céréale de l'extrême, conçue pour défier le temps, l'humidité et la faim. Sur le camp, la farine de blé ou de seigle est mêlée à l'eau glacée, sans levain, jusqu'à former une pâte dense, presque caillouteuse. On l'étale sans pitié sur la pierre plate, on la tranche en rectangle, puis chaque biscuit cuit pendant 45 minutes de chaque côte sur la braise basse. Le test est simple. Si le hardtack ne résonne pas sec sous la dent, il retourne au feu. Moins de 5% d'eau, aucune graisse, aucune douceur. Ce pain de guerre résiste à tout, même à la moisissure, et tient 12 mois dans un sac de cuir. Un 100 grammes livre, 263 kilocalories. Assez pour soutenir la marche, mais sans force ni chaleur. Pourtant, le hardtack devient la base des rations mixtes. On le racle de moelle, on le trempe dans la graisse fondue, on le broie dans le pemmican. Il n'offre ni réconfort ni plaisir, mais il garantit, jour après jour, une survie sans surprise. Ici, la sécheresse n'est pas une punition. C'est la promesse d'un carburant stable, prêt à absorber la graisse, à accompagner la viande, à tenir tête à l'hiver. Le hardtack, c'est la certitude brute, le socle granitique d'une diète où chaque calorie compte et où la faim ne tolère ni faiblesse ni caprice. À la 5e place, le sagamite se dresse comme la pâte originelle, où la science du feu rencontre l'instinct de survie. Ici, tout commence par le broyage minutieux des baies séchées, réduites en une poudre fine dans un mortier de pierre. Cette poudre, saturée de sucre et de vitamine C, près de 28 mg pour 100 g, est ensuite mêlée à la graisse chaude, fondue lentement sur les braises pour préserver chaque calorie. Le ratio est précis, 2 parts de baies pour 1 de graisse, jusqu'à l'obtention d'une pâte luisante, dense, qui se fige en plaques souples une fois refroidie sur une peau tendue. Ce geste hérite des nations des plaines, transforme une poignée de fruits et un peu de graisse en une réserve de 560 kilocalories pour 100 grammes, une manne d'énergie pure sans protéines, mais capable de soutenir la marche quand la viande manque. Le sagamite n'est pas un mets de fête. Il est l'étape cruciale avant le pemmican, la base sucrée et grasse qui prépare l'estomac à la rudesse du mélange viande-graisse. Dans la hiérarchie de la faim, il incarne la transition, la douceur des baies, la chaleur de la graisse et l'assurance de survivre un jour de plus, même lorsque la chasse échoue et que l'hiver s'étire sans fin. À la 4th place, la graisse d'ours rendue, fondue dans le pemmican, devient que la phase lipidique qui scelle la survie. Au cœur du processus, la viande séchée et pulvérisée est mêlée à la graisse chaude, encore liquide dans un rapport qui ne tolère aucune approximation. Plus de 55% du poids total, soit 35 g de graisse pour 25 g de protéines, chaque centaine de grammes livrant 558 kilocalories et 28 mg de vitamine C. Le mélange, tassé à chaud puis refroidi, forme une masse compacte où chaque fibre est enrobée, chaque pore saturé, empêchant l'oxygène de pénétrer et la moisissure de s'installer. C'est ce scellement qui fait du pemmican un aliment impérissable, une réserve d'énergie brute capable de tenir la vie suspendue des mois durant. Sans la graisse d'ours, la viande s'effrite, le froid gagne et la faim reprend ses droits. Ici, la maîtrise du feu et du gras dessine la frontière invisible entre la simple subsistance et la victoire sur l'hiver. À la 3e place, la matrice séchée de pemmican s'impose comme la base brute de la survie, bien avant l'ajout du gras fondu. Tout commence par la pulvérisation de la viande séchée, souvent du bison ou de l'élan, réduite en poudre fine à coupe de mortier sur une pierre plate. On y mêlait les baies séchées, Saskatoon, cerises à grappes, RL, jusqu'à obtenir un mélange où la proportion ne tolère aucune approximation. 30% de baies, 15% de viande, le reste réserve à la graisse qui viendra sceller l'ensemble. Cette matrice, à elle seule, représente près de la moitié du volume final du pemmican, mais sans le gras, elle reste incomplète. 60 et 1 g de protéines pour 100 g. Une densite qui préserve la masse musculaire mais n'offre ni chaleur ni endurance face au blizzard. Les trappeurs tamisaient la poudre pour éliminer les fibres dures, créant une surface maximale prête à absorber la graisse chaude. C'est ici que la science du mélange rejoint la nécessité vitale. La matrice séchée n'est pas un aliment, mais le socle qui attend la fusion,
la promesse d'un repas qui tiendra tête à la faim la plus noire. Dans l'ordre du campement, elle incarne la patience, la précision et l'attente du geste final qui transformera la poudre en réserve d'énergie absolue. À la seconde place, l'assemblage final du pemmican marque l'apogée de la transformation, là où la survie se condense dans un bloc dense et sel. Sur la peau de bisson chauffe, la matrice sèche de viande et de baies attend l'arrivée du suif brûlant. La graisse, versée lentement, pénètre chaque interstice, chasse l'air, englue les fibres, puis la masse est pressée à la main, tassée jusqu'à former un cylindre compact. On rabat la peau encore tiède autour du mélange, on serre, on noue, puis on plonge ce paquet dans la neige pour figer la graisse et verrouiller l'oxygène à l'extérieur. Le froid saisit, la surface se durcit. En moins d'une heure, le pemmican devient une ration monolithique capable de défier le temps, la chaleur et la moisissure. Avec 558 kcal pour un 100 g, il offre une densité calorique inégalée et sa conservation dépasse 12 mois sans perte majeure de vitamines. Ce geste, presser, sceller, refroidir, n'est pas qu'une technique, c'est l'acte fondateur d'une nouvelle ère, où la chair, la graisse et la baie fusionnent en une super ration, prête à affronter la faim la plus noire. Dans la tension de ce moment, chaque détail compte. L'absence d'air, la soudure du gras, le choc du froid. Ici, l'alchimie du feu et de la neige transforme des restes disparates en une réserve vitale, annonçant le sommet du classement et la révélation du secret ultime de la survie. Pemmican règne comme la ration ultime des Rocheuses, née de la fusion entre savoir autochtone et nécessite brute. Sur une peau de bison tendre, la viande séchée et les baies pulvérisées attendent la graisse brûlée. Celle-ci s'infiltre, chasse l'air, puis la masse est pressée, scellée à la main, refroidie dans la neige. Le résultat, un bloc dense, indestructible, capable de nourrir un homme pendant 1 an sans perdre sa puissance. Sa densité frappe, 558 kcal pour 100 g, 25 g de protéines, 35 g de graisse, 28 mg de vitamine C. 30 g suffisent pour 4 heures d'effort dans la tempête, là où la chaleur interne devient la seule barrière contre l'épuisement. Les études métaboliques que ressentent confirment ce que les trappeurs savaient. La superposition des macronutriments, la stabilité du mélange, la préservation des vitamines par l'absence d'air font du pemmican la référence de la survie. Il n'est ni festin, ni simple ration. Il est le rempart silencieux contre la faim et le froid. Dans les journaux du 19e siècle, un trappeur note « Un petit morceau de pemmican garde le cœur chaud tout le matin ». Ici, la science rejoint la légende. Le pemmican n'a pas seulement sauvé des vies, il a ouvert la voie aux grandes explorations, porte la fourrure sur des milliers de kilomètres et inscrit dans la chair des hommes la mémoire d'une résistance inégalée. Dans le silence glace de l'hiver, le bruit sourd du couteau qui tranche le pemmican marque la frontière entre la survie et l'oubli. À travers ces 25 aliments, une vérité brute s'impose. Survivre dans les roches chauds exigeait une ingéniosité sans limite et une acceptation totale du sauvage. Ces choix alimentaires, forgés par la faim et le froid, allient une tradition autochtone, nécessitent et sciences nutritionnelles modernes. Ils incarnent la frontière entre la vie et la mort. Aujourd'hui encore, ils rappellent que la résilience humaine se mesure autant dans l'assiette que dans le courage. Partagez vos réflexions en commentaire.